Les Échos du Sud et d'ailleurs, nous sommes là, encore une fois pour vous. Très chers, nombreux téléspectateurs, eh bien, nous sommes venus vous emmener encore des nouvelles du Sud et d'ailleurs. Mais plus précisément, cette fois-ci, ce sont des nouvelles du Sud, eh bien, vous êtes censé savoir qu'à l'Afrique du Sud, il y a eu élection, il y a de cela quelques temps, évidemment, il y a eu un nouveau gouvernement mis en place, un gouvernement d'union nationale. Ça n'a plus été comme il y a de cela beaucoup d'années, plus de 30 ans que l'ANC, le parti très cher à Nelson Mandela et à la majorité des Noirs, cette fois-ci, eh bien, ce parti-là n'est pas passé au pouvoir à la majorité. Ils ont dû passer grâce à des coalitions. C'est ainsi que, retournement de la situation, eh bien, le parti DA, Democratic Alliance, qui représente justement le parti d'opposition des Blancs, est revenu au pouvoir. Et voilà, ils ont pris des ministères clés, comme par exemple le ministère de l'Intérieur, et donc même des ministères qui s'occupent justement de la gestion de beaucoup de choses en Afrique du Sud. Pas seulement le ministère de l'Intérieur, mais ils ont pris beaucoup de ministères clés. Et voilà, le changement doit se faire sentir maintenant parce que chacun doit amener du sien. Ils ont mis chacun un peu d'eau dans son vin. Voilà comment est-ce que les choses doivent aller. Et maintenant, nous allons vivre donc la nouvelle Afrique du Sud, évidemment avec une économie qui va reprendre. Il y aura moins d'histoires de délestage. Ah oui, parce que vous savez tous que l'Afrique du Sud a beaucoup souffert de ces problèmes de délestage, problèmes de production insuffisante de courant. Et pour rentrer un peu dans le passé, dans cette Afrique du Sud de délestage, eh bien, nous allons vous présenter un élément spécial, les Échos du Sud d'ailleurs, qui va vous présenter ce qu'a été ce marasme en Afrique du Sud, ce marasme économique qui a mené justement au délestage. Mais maintenant, comme je l'ai dit, les choses sont reprises en main, évidemment grâce au président Cyril Ramaphosa qui dirige son gouvernement de coalition, je l'ai dit, parce que ce n'est plus seulement l'ANC dont il fait partie, mais ce sont tous les autres partis de coalition, c'est DA, tous les autres partis, eh bien, tous ensemble, ils sont en train maintenant de relever le défi de l'Afrique du Sud. Les Échos du Sud, et d'ailleurs, voilà, un élément spécial que vous allez donc suivre, évidemment, pour le bonheur de vous tous, très chers amis téléspectateurs des Échos du Sud, et d'ailleurs. Allons-y. L'Afrique du Sud est un pays qui a nourri bien des rêves. Il a incarné l'espoir des Noirs du monde entier avec l'élection de Nelson Mandela, son premier président de couleur. Mais aujourd'hui, ses espoirs et ses rêves sont brisés. Le pays est rongé de l'intérieur par ses propres politiciens. On appelle ça la state capture, la capture d'État. Que se trame-t-il en Afrique du Sud ? Comment le pays a-t-il pu en arriver là? En quête de réponse, nous sommes allés à Sharpeville, au sud de Johannesburg. Nous y rencontrons un groupe d'autodéfense, des citoyens qui se mobilisent pour protéger ce qui devrait couler de source, leur électricité. Ils nous volent nos câbles électriques. Toutes les semaines. Alors on a décidé de monter la garde. La ligne à haute tension qui approvisionne la commune est en cuivre, un métal précieux. Quand aucun courant ne passe, le câble peut être sectionné sans danger. Ils enlèvent ces gros pavés de béton pour forcer l'entrée et voler le câble. Ces vols sont facilités par les coupures de courant de plus en plus longues et fréquentes que subit le pays, dépendant d'un fournisseur public d'électricité aux installations vétustes et surutilisées. L'obscurité prolongée enhardit les voleurs et favorise la criminalité. Je viens ici quand ma femme rentre du travail. Mais ça veut dire que je laisse ma famille à la maison, dans le noir, à la merci des voleurs. Je suis chef de famille et je devrais être auprès d'eux pour les protéger, alors que je suis là à protéger Eskom. Ces hommes soupçonnent des employés de l'entreprise Eskom. Et ils savent aussi qu'en montant la garde ici, ils s'exposent à de grands risques, car en Afrique du Sud, les pillards ont la gâchette facile.
Si on meurt, on meurt. Pour notre communauté. Nous sommes de simples citoyens qui se mobilisent parce que le gouvernement se moque de notre sort. Dès que le courant est rétabli, les hommes peuvent rentrer chez eux. Le câble est de nouveau protégé par la haute tension jusqu'à la prochaine coupure. Chaque fin de patrouille s'achève sur un avertissement. On n'a pas l'intention de renoncer. Ce câble est à nous et personne ne va plus nous le voler. Toute l'Afrique du Sud souffre depuis des années d'une grave crise de l'électricité. Le courant est presque quotidiennement coupé par l'entreprise même qui est censée le fournir, le seul producteur d'électricité du pays. Et ce, au sein de la première puissance économique du continent africain, et la plus moderne. Le groupe Eskom appelle cela le load shedding, le délestage de charge. Ce désengorgement contrôlé du réseau a été introduit en 2008. Mais en 2023, la durée et la fréquence de ces coupures annoncées ont battu tous les records, au point que le président a déclaré l'état de catastrophe nationale. Les gens ont dû se débrouiller sans électricité jusqu'à 12 heures par jour, chez eux comme sur leur lieu de travail. Mais cette situation infernale est-elle seulement due à la surcharge du réseau électrique ? Le siège d'Eskom se trouve à Johannesburg. En 2001, elle est élue meilleur fournisseur d'énergie électrique du monde. Puis commence une rapide dégringolade. Les années passent sans que la barre soit redressée. On appelle finalement André de Ruyter à la rescousse. En reprenant les rênes de l'entreprise, il découvre des structures pour le moins suspectes, dans ce groupe qui détient le monopole public de l'approvisionnement en électricité. Ce refus de mener des enquêtes en règle ne peut signifier qu'une chose. Des membres de l'élite politique sont impliqués dans ces manigances. André de Ruyter le comprend et sait que dès lors, sa vie est menacée. Aujourd'hui, il vit et travaille aux États-Unis, où il a fui à la suite d'un événement dramatique survenu en décembre 2022 dans les bureaux de la direction d'Eskom. Il avait prié sa secrétaire de lui apporter un cappuccino, mais la machine à café était en panne. La réactivité de ses gardes du corps est décisive et André de Ruyter a de la chance dans sa malchance. Non seulement il y a un excellent centre de soins tout proche, mais par un heureux hasard, un spécialiste des intoxications se trouve aussi sur place. Il établit immédiatement le bon diagnostic et sauve la vie d'André de Ruyter. Cela ne fait donc plus de doute. Il est dans la ligne de mire de puissants ennemis. Sa première réaction est de s'adresser à une chaîne de télévision indépendante pour faire connaître publiquement ses soupçons. Cette interview fait l'effet d'une bombe. André de Ruyter doit quitter son poste précipitamment. Il se met à l'abri, puis quitte le pays. Une histoire digne d'un roman sur la mafia. Nous sommes bien loin de l'euphorie dans laquelle baigne le pays 30 ans plus tôt, quand il tient ses premières élections libres. C'est en avril 1994, 3 ans après la fin de l'apartheid. L'ANC, qui est alors un mouvement nationaliste africain de libération nationale, obtient près des 2/3 des voix. Et Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. Le passage d'une dictature brutale et violente à un gouvernement démocratique se déroule de manière pacifique. À l'époque, on fait aveuglément confiance à l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Bientôt pourtant, il y a en son sein des forces qui veulent tirer profit du pouvoir qu'il vient de conquérir. Élu président en 2009, Jacob Zuma voit son mandat comme une occasion de s'enrichir et d'en faire profiter ses proches et ses partisans, collègues du parti ou partenaires d'affaires. Les frères Gupta comptent parmi ses principaux complices. Ensemble, ils se mettent à piller systématiquement les entreprises publiques comme Eskom. L'infrastructure du pays s'effondre. Des mouvements de protestation d'envergure nationale forcent finalement l'ANC à remplacer Zuma à la tête de l'État en 2018. Les Échos du Sud d'ailleurs, très chers amis téléspectateurs, très nombreux de par le monde, eh bien, vous venez donc de voir ce qui se passait en Afrique du Sud, mais qui ne va plus se passer. C'est juste quelque chose qui est arrivé dans le passé, mais les choses ont changé.
Il y a ce nouveau gouvernement de coalition nationale et on verra les choses meilleures et l'Afrique du Sud va reprendre son économie. Ne l'oubliez pas, c'était la première économie subsaharienne. Eh bien, l'Afrique du Sud très forte, une industrie très forte. Eh bien, les choses sont en train de revenir comme par le passé. Les Échos du Sud. Et d'ailleurs, eh bien, cette émission adulée par lui, Jean-Luc Moukoko. Il ne manque pas un seul numéro. Chaque fois, il suit cette émission et nous l'en remercions. Jean-Luc Moukoko, Bunker. Les Échos du Sud, et d'ailleurs, très chers amis téléspectateurs, eh bien, le monde congolais d'Afrique du Sud, la diaspora congolaise d'Afrique du Sud, et plus précisément de Johannesburg, a été secoué la semaine passée, eh bien, secoué par la perte d'un des membres de cette communauté congolaise, très influent en la personne de M. Yves Bessa. M. Yves Bessa, tout celui qui a fait Johannesburg, du moins, qui est passé par l'aéroport international Oliver Tambo, eh bien, nécessairement doit le connaître parce que ce monsieur a évolué dans le fret aérien. Il a commencé très petit, bagagiste, mais il a terminé très fort, très haut, parce que voilà, il devait déjà commencer avec une grande compagnie internationale, évidemment, dans le domaine du fret. Un homme jovial, un homme très gentil, très bien, un garçon de Lubumbashi. Voilà, nous sommes l'une des personnes qu'il a rencontrées en premier, chez qui il est venu demander certains conseils, évidemment, en tant qu'aîné. Et voilà, malheureusement, M. Yves Bessa Kasakula nous a quittés. Et c'est la mort dans l'âme que nous le disons. Donc, là, dans notre émission Écho du Sud, et d'ailleurs, nous voulons ici lui rendre hommage, in memoriam Yves Bessa, eh bien, né à Lubumbashi le 11 septembre 71. Le 11 septembre 71, eh bien, il est décédé le 9 juillet 2024. Yves Bessa nous a quittés. Et cela a fait très mal. Évidemment, la communauté congolaise a voulu lui rendre hommage. Et il est parti donc dans des conditions assez tristes. Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons crever l'abcès parce qu'il faudrait qu'on le dise. Et il faudrait que nous disions tout haut ce qui se dit tout bas. Les Échos du Sud d'ailleurs, eh bien, Yves Bessa, in memoriam. Les Échos du Sud d'ailleurs, je vous le disais, c'est en mémoire de M. Yves Bessa qui est parti tragiquement. Tragiquement comment? Eh bien, il n'est pas parti parce que malade, bien parce que, je ne sais pas moi, parce qu'il aurait eu un accident de circulation. Comme ça arrive normalement, écoutez, la mort, elle vient, et elle vient de plusieurs façons. Mais ce que nous regrettons, c'est que Yves Bessa est parti, et le médecin légiste a donné son rapport, eh bien, il est parti tragiquement, par empoisonnement. Il faut le dire. Ne nous cachons pas les mots. Alors, je me demande pourquoi. Ce ne sont pas des choses qui existaient dans notre culture. Empoisonner son prochain, le faire partir de cette terre. Pourquoi? Est-ce qu'il a acheté des bâtiments à Santon? Est-ce qu'il a acheté des avions, des gros porteurs? Juste parce que M. Yves Bessa se débrouillait bien, et voilà la jalousie dans le monde de la communauté congolaise d'Afrique du Sud, du Johannesburg particulièrement. Eh bien, il faudrait que nous arrivions à changer les choses, à voir les choses autrement, ôter la vie d'un être humain. Voilà, il a laissé une veuve, il a laissé des orphelins, 4 enfants. Eh bien maintenant, ils doivent grandir, ils doivent conduire la vie. Sa veuve doit refaire la vie et ça fait mal. Si nous parlons sous ce ton, eh bien c'est parce que nous sommes touchés. Nous avons connu personnellement Yves Bessa, un jeune frère, un ami. Nous avons connu la famille, nous avons connu Feu, vous le connaissez peut-être vous aussi qui le suivez, ces amis téléspectateurs, Feu, le préfet de Kitoubaïndi, Bessa Kasakula. Eh bien voilà, c'était son père qui quelques années aussi était déjà parti avant il nous avait laissé sur cette terre. Eh bien, lui, il était malade et il était parti. Voilà que maintenant, son fils, Yves, très courageux, un monsieur jovial, eh bien, un monsieur qui aidait tout le monde. Qui n'a pas connu Yves Bessa à Johannesburg, nécessairement à l'aéroport de Johannesburg? Il était prêt à aider tout le monde.
Évidemment, vous savez, les bagagistes à l'aéroport, les gens dans le fret, ils ne sont pas tellement importants jusqu'au dernier moment lorsqu'on a vraiment besoin d'eux. On recourt à eux. Yves, s'il te plaît, tel médicament, ça n'a pas dit en urgence. Yves, s'il te plaît, tel colis, aide-nous. Évidemment, nous avons tous nos défauts, hein, il faut le dire. J'ai mes défauts, vous avez vos défauts, chers amis téléspectateurs. Yves avait les siens, mais il avait un cœur et il voulait aider. Et ce qui nous fait mal, c'est la façon dont il est parti tragiquement. Le médecin légiste était formel. Et ça fait mal. Il faudrait que dans notre communauté congolaise, qu'on puisse savoir plus s'aimer. Il y a des Nigériens, il y a des Ivoiriens, il y a des Gabonais, il y a plein de communautés en Afrique du Sud. Ils ne se haïssent pas les uns les autres. Au contraire, ils s'entraident. Ce sont des communautés qui permettent aux gens de se lever, qui permettent aux gens de commencer un petit business jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver très haut. Et c'est ça la communauté, c'est ça l'amour. Mais si on n'a pas l'amour comme ça dans les communautés étrangères, là où nous sommes, dans les pays étrangers, mais on aura l'amour quel jour, quand et où? Il faudrait qu'on puisse cultiver l'amour. Et bien, nous sommes de la diaspora, nous avons voyagé beaucoup, nous voyageons beaucoup, et nous savons de quoi nous parlons. En tout cas, aujourd'hui, c'est un cri d'alarme que nous lançons à l'occasion justement du décès de notre cher frère Yves Bessa, qui est parti. Évidemment, il faudrait ici quand même mentionner qu'il y a des gens qui ont vraiment mis la main à la pâte pour que toute cette organisation se fasse. Les funérailles de Yves Bessa, qui étaient grandioses. Les images, vous les voyez. Et la communauté quand même s'est mobilisée, malgré ce que nous déplorons, mais quand même on a vu de l'amour ce jour-là. Mais nous voudrons ici insister pour dire aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants et vraiment nos remerciements les plus chaleureux au groupe Okapi Umoja de RSA. Et ils ont vraiment mis la main à la pâte, les amis, les camarades de l'aéroport de Captain Back, eux aussi ont été présents. Et vraiment nos remerciements aussi à la famille Mokeba, nos remerciements à la famille Bessa et Kassakura. Et évidemment, nous devons le mentionner. Lui a été présent, malgré qu'il est toujours entre deux avions, entre deux capitales, Nouakchott, Nairobi, Dar es Salaam, mais il a été présent. Il a été présent, évidemment, il a mis la main à la pâte. Et bien lui, vous imaginez, c'est M. Augustin Kayembe d'Ichentemba. Il a vraiment agi et on a senti sa présence, même de loin. Remerciement à toi, PDG Kayembe Chentemba. Je l'ai toujours dit, un homme de cœur. Voilà une fois de plus qu'il a prouvé. Nous remercions aussi très chaleureusement. Eh bien, lui, c'est l'homme de Djobour. Tout Djobour le connaît. Eh bien, lui, c'est Martin. Martin Chibango, Martin Martino comme l'appellent les intimes. Eh bien lui, exceptionnellement, il a pris son avion. Il a fait Windhoek, Johannesburg, pour venir rendre hommage à Yves Bessa. Il m'a dit, écoute, Yves c'est un frère, c'est la famille. Eh bien, je dois être présent. Eh bien, nos remerciements très chaleureux et très profonds à monsieur Martin Chibango, et évidemment aussi toute la communauté congolaise de Johannesburg qui se sont mobilisés pour ces funérailles de Yves Bessa. In memoriam, Yves Bessa. Encore une fois, très chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout au monde, eh bien, cette émission est un cri d'alarme que nous lançons. Nous voulons insister dessus. Aimons-nous vivants. Nous ne devons pas ôter la vie des autres comme ça, gratuitement. Ça ne sert à rien, ça n'emmène rien. Au contraire, unissons-nous. Soyons ensemble pour l'évolution de notre communauté, la communauté congolaise. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants. Et les choses iront de l'avant. Dieu est avec nous. Et il faudrait donc que l'amour que nous prêchons dans les nombreuses églises congolaises de par le monde, eh bien, il faudrait passer à l'acte. Il faudrait que ce soit seulement des paroles vaines, mais il faudrait que ce soit des choses qui se fassent et qui se vivent, pour que de moins en moins les Congolais ne partent comme ça gratuitement, comme Yves Bessa qui est parti. En tout cas, je sais que nous avons été très longs, très profonds, mais nous avons voulu vraiment insister. Et en tout cas, très chers amis téléspectateurs,
Yves Bessa, tu es parti, tu es encore avec nous, in memoriam. Au numéro prochain. Gentlemen, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est vraiment une occasion malheureuse. It's an unfortunate occasion. Yves Bessa Kasakula, Yves Bessa Kasakula, surnommé Bekas, Ning Bekas, fils de Jean Bessa Kasakula, the son of Jean Bessa Kasakula, et de maman Thérèse Kileshi, and Mama Thérèse Kileshi, né à Lubumbashi, was born in Lubumbashi le 11 septembre 1971. on the 11th of September 1971. Fils aîné The firstborn de sa jumelle Iguette Bessa, and his twin sister Iguette Bessa, d'une famille de 8 enfants, from a family of 8 children, tous à Lubumbashi, all of them currently in Lubumbashi, au Katanga, République démocratique du Congo. in Katanga, Democratic Republic of Congo. Yves a fait ses études primaires Yves did his primary school à l'école Atoua, in Atoua School, ses études secondaires his high school à l'Institut IDAP-ISP, in the Institute of IDAP PSP Institut Kiweli, in Kiwele Institut Saint-Boniface, and Saint Boniface, Kitumaini. Kitumaini. Ses études universitaires His university à l'INILO. in University of Lubumbashi. Il a fait la médecine, He did medical school, l'économie, economics, Institut interdiocèse Monseigneur Mouloloa. at Monseigneur Mulolo. Il a fait aussi l'informatique. And he also did IT. Yves a fait son voyage pour l'Afrique du Sud He traveled to South Africa en 2003. in 2003. Yves Bessa Kasakula, Yves Bessa Kasakula, marié à maman Kadi Bilonda Mokiba Bessa, married to Mama Kadi Bilonda Mukeba Bessa, est père de 4 enfants, the father of 4 children, dont 3 garçons et une fille. 3 boys and 1 girl. Merci beaucoup. Je vous remercie au nom de la famille Bessa Kasakula.